Déjà, la première chose à savoir sur ASP.NET ici, par rapport en tout cas à la dernière fois, c'est qu'on a un nom de code qui s'appelle tout simplement ASP.NET 5. Jusqu'à il y a très peu de temps, on parlait encore d'ASP.NET VNext. Si vous cherchez des ressources sur le sujet sur Internet, vous trouverez la plupart des choses qui sont taguées en tant qu'ASP.NET VNext. Mais depuis quelques jours, quelques semaines on va dire, c'est vraiment plus diffusé sous la notion d'ASP.NET 5. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ASP.NET 5? En fait, c'est une profonde refonte de la stack ASP.NET, de la stack web de Microsoft. Pour bien resituer le contexte, puisque tout le monde est développeur web ici à ASP.NET, le framework .NET il existe depuis le début des années 2000, donc depuis une petite dizaine d'années. De la même manière, ASP.NET existe depuis presque aussi longtemps, depuis 2002. Et donc depuis 2002, on a un framework qui a évolué avec ASP.NET Webform, qui est le framework de base utilisé pour faire des applications web en .NET. Et il y a eu des ajouts là-dedans qui sont sortis au rythme des versions du framework .NET. C'est-à-dire que une nouvelle version d'ASP.NET Webform était vraiment liée à une nouvelle version de .NET. Quand vous avez le framework 2 qui est sorti, il y a une nouvelle version d'ASP.NET qui est sortie. Pareil avec le framework 3.5, etc. Ou avec le framework 4. Le problème de ce mode de sortie de nouvelle version, c'est que c'est très long. En fait, si Microsoft veut pousser une nouvelle feature, c'est assez compliqué. Soit il faut passer par un paquet parallèle, soit il faut attendre la prochaine grosse version du framework. Donc il y a une grosse inertie dans la poussée de nouvelles versions. L'autre problème aussi par rapport à ça, c'est que quand il y a des nouvelles approches qui sont apparues, c'est le cas de MVC ou de Web API, ces nouvelles approches-là, pour pouvoir se brancher sur la stack ASP.NET, et c'est surtout le cas de MVC en fait, elles ont dû réutiliser des bases qui avaient été pensées pour Webform. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous faites une application MVC 5, même si dedans, a priori, vous ne faites aucun contrôle ou aucune page Webform, vous utilisez quand même malgré vous des morceaux de Webform. C'est le cas par exemple de l'HTTP Context Current, qui est quelque chose qui est hérité d'ASP.NET et donc un peu de Webform, mais qui au sens MVC est un peu une hérésie. C'est très statique, c'est très lourd, c'est très gros, et dans la plupart des cas, ça ne nous sert pas. C'est pas testable, donc ça va un peu contre l'idée de MVC. Et surtout, dès que vous avez une requête qui va arriver sur votre serveur, ça va consommer énormément de mémoire, puisque c'est beaucoup d'objets qui contiennent beaucoup de propriétés qui sont pourtant pas exploitées. Mais du fait de ce passif, de cet historique de la stack ASP.NET, il y a ce gros lien fort entre MVC et Webform. Ce qu'il faut savoir également, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, le framework d'application web de Microsoft, qui était poussé avec les technos ASP.NET, donc, c'était 2IS. C'est-à-dire qu'à part le serveur de dev Cassini, vous n'aviez pas vraiment d'autre choix que d'utiliser 2IS. Et il y avait un lien très fort entre Webform et 2IS. Là encore, l'HTTP Context, c'est quelque chose qui est vraiment corrélé à 2IS. Quand vous avez votre fichier global ASAX avec ces notions d'événements, de vie de votre application, d'une requête, c'est quelque chose qui est vraiment propre à 2IS. Si demain vous voulez écrire une application .NET qui doit marcher dans un environnement plus léger, soit parce que vous voulez juste faire des API REST ou quelque chose de très léger, ou vous voulez démarrer un serveur à la volée pour faire des tests d'intégration, 2IS c'est un peu trop gros pour ça, et ça ne répond pas vraiment à la problématique. Le problème, c'est qu'il y a une assembly qui est au cœur d'ASP.NET qui s'appelle System Web, qui est vraiment corrélée à Webform, puisque la plupart des composants de Webform sont dans cette assembly-là. Elle est aussi très corrélée à 2IS. Donc là encore, quand vous faites une application MVC 5, vous avez aussi ce lien qui vous force à rester un peu, à être bridé à 2IS. Par contre, il y a des choses qui ont commencé à changer avec l'arrivée de Web API. Donc Web API, c'est une version un peu dérivée de MVC qui ne partage pas de code avec MVC mais qui partage les mêmes principes, sauf que eux, ils ont choisi de ne pas partager de code pour pouvoir recommencer une stack qui ne soit pas dépendante de 2IS notamment, qui ne soit pas dépendante de système web. En tout cas, ils ont essayé de casser ce lien. L'idée étant de pouvoir monter dans une application console un listener HTTP, donc vous avez directement un socket, et pouvoir créer une API REST comme ça que vous pouvez le lancer simplement dans un service Windows, dans une API console, quelque chose de très léger. Donc eux, avec Web API, ils sont partis sur cette voie. Ensuite, vous avez Owin et Katana, qui sont respectivement une norme et une implémentation fournie par Microsoft, qui ont un peu continué ce travail-là en se disant on pourrait peut-être essayer de normaliser un peu une manière de faire dialoguer un applicatif avec un serveur d'application. Et l'idée derrière ça étant de pouvoir se dire qu'une application, qu'elle soit MVC, Web API ou autre, puisse se brancher sur n'importe quel serveur, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Ça, c'était Katana.
Et en fait, ASP.NET 5, pardon, c'est le prolongement de tout ça. On va voir que ça reprend les mêmes choses. On a une idée de se décorréler vraiment du serveur. On veut se débrancher du passé, se découpler de système web et de toutes les lourdeurs que ça pouvait apporter. Donc c'est vraiment une profonde refonte. Donc les objectifs, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Gagner en agilité, donc on n'est plus dépendant d'une version de framework complète. On va voir comment. Gagner en modularité, bah, là encore, ça rejoint le fait, cette dépendance à système web, plutôt que de devoir tirer une assemblée énorme qui contient la tiers entière, on divise un framework en plein de petits modules, les plus unitaires possibles. Allez-y, allez-y, hein. Il y a de la place encore dans le fond. Ah bah ça. Et donc en créant des modules les plus unitaires possibles, bah moi, mon application, si par exemple je veux juste créer une API REST, ou si par exemple je veux juste un socket et générer des réponses, écrire dans le flux de réponses à la main de manière très simple, bah, j'ai pas envie de tirer la terre entière, j'ai pas envie de tirer tous les contrôles, tous les éléments de base de WebForm, je veux quelque chose de le plus simple possible. Ça sera possible grâce à la modularité. Les performances, c'est lié à ça. Si mon appli, elle tire pas la terre entière en termes de framework, eh ben, en mémoire, elle prendra moins de place. De la même manière, si je tire pas l'historique d'ASP.NET, donc l'HTTP contexte notamment, bah, à chaque fois qu'il y aura une requête d'un utilisateur sur mon serveur, ça va consommer beaucoup moins de mémoire, puisque j'aurai vraiment le plus léger, quelque chose de plus adapté à ma situation. L'idée étant vraiment que le développeur puisse choisir les composants dont il a besoin, plutôt que de se taper toute la stack et de ramener toute la stack. Enfin, le dernier point, c'était aussi, c'est une tendance qui est chez Microsoft depuis quelques temps, c'est de tendre vers l'open source. MVC, par exemple, c'est un framework qui, depuis le début, est open source, auquel les gens peuvent regarder le développement, peuvent contribuer, proposer des idées, fixer des bugs, proposer ses corrections de bugs. C'est quelque chose qui doit être continué, en tout cas, dans VNext. Il y a, en fait, au cœur de tout ça, une nouvelle version du framework .NET qui est beaucoup plus légère et qui s'appelle .NET Core. Ça a été annoncé assez peu de temps. Alors, ce framework, en fait, il se veut une version beaucoup plus allégée du framework .NET. C'est-à-dire qu'actuellement, dans .NET, vous allez avoir des composants pour écrire une application WinForm, WPF, pour faire des services WCF, mais aussi pour faire une application web. C'est juste une brique parmi tout. Mais quand vous tirez .NET, bah, vous tirez tout ça. Le but de .NET Core, c'est de se fixer un peu. Essentiellement sur le web, ça sert aussi dans d'autres cas qui sortent un peu du web pour faire des applications .NET natives. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, l'idée de .NET Core, c'est finalement d'avoir une vision très restrictive par rapport à l'intégralité du framework pour apprendre finalement l'essentiel qui doit tourner sur un serveur. Pour vos applis web, sur votre serveur, ça ne sert à rien de déployer toutes les DLL qui servent à WPF ou à WinForm par exemple. Il vous faut uniquement ou essentiellement ce qui sert à une appli web. .NET Core, en fait, si vous cherchez des ressources sur le net, vous le trouverez sous deux autres noms. Donc on l'appelle aussi .NET Server ou .NET optimisé pour le cloud, Cloud Optimized. C'est les autres noms qui le référençaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Le terme .NET Core, c'est le vrai nom, est arrivé très récemment, encore une fois. L'autre avantage de .NET Core, c'est que comme il est beaucoup plus petit, Microsoft est beaucoup plus léger. En fait, on a enlevé toutes les API, donc WPF, WinForm, et même dans les API qui pouvaient être utilisées ou utiles en web, on a un peu mis des coups de sabre dans les trucs les plus, on va dire les moins utilisés vraiment dans les applis web. Et au final, on s'est dit, bah ça, on va le prendre, on va le mettre open source sur le net. Donc en fait, le framework .NET, là, il est open source. Et comme il est open source, bah, Microsoft s'est dit, ok, on va officiellement le distribuer et le supporter aussi pour Linux et Mac. C'est-à-dire que là où avant vous aviez Mono, qui était un peu une version dérivée de .NET, qui reprenait les mêmes principes mais sans les mêmes implémentations, bah là vous avez vraiment la même implémentation officielle fournie par Microsoft et qui est distribuée pour tous les systèmes. Enfin, dernier point, comme vous avez un framework beaucoup plus léger, qui est censé marcher un peu partout, bah, Microsoft s'est dit, plutôt que d'avoir une problématique qui est courante sur des serveurs d'une appli qui est faite pour .NET 4 avec une appli qui est faite pour .NET 4.5 et que le passage d'une version à l'autre, ça peut poser des soucis de compatibilité entre toutes les applis, bah là, ils se sont dit, on va faire quelque chose qui n'est plus déployé au niveau de la machine, au sens où c'est finalement chaque applicatif qui va porter sa propre version de .NET. Donc chaque applicatif va être livré avec sa version de .NET Core à lui. Bien sûr, il y a des mécanismes derrière pour les partager entre plusieurs applis sur la machine, mais en tout cas, sur un même serveur, vous pouvez avoir plusieurs versions de .NET Core qui tournent en parallèle, donc moins de risque de conflit.
Ça, c'est extrêmement important également pour Microsoft, puisque eux, à chaque fois qu'ils sortaient une nouvelle version du framework.NET, il fallait qu'ils se disent « Ah mais attention, on ne peut pas casser ça, parce que si on casse ça, on va pénaliser tous les utilisateurs qui étaient sur la version précédente. » Donc ils évitaient de le faire. Avec un mécanisme comme ça, ils peuvent se dire « Bon, c'est pas grave, on peut casser ce morceau-là, parce que l'utilisateur qui veut déployer une nouvelle application avec la nouvelle version du framework sur son serveur, il pourra toujours utiliser l'ancienne version du framework pour son ancienne application. » Ça diminue vachement les impacts et le risque de régression sur le framework. Grâce à .NET Core et aussi avec .NET Core, il y a un autre principe qui vient, c'est la modularisation du framework. C'est-à-dire qu'actuellement, en gros, on a MS Core Lib, en tout cas les librairies de base de .NET qui contiennent énormément de choses. Ici, ils se sont dit, on va resplitter le framework en des morceaux le plus petits possible. L'idée étant vraiment de se dire, en tout cas dans le contexte d'une application web, si le développeur veut un socket écrire directement dans le flux HTTP de la réponse, bah, il prend le minimum et il ne se trimballe pas tout MVC ou les composants Entity Framework ou des composants pour gérer l'identité. Il n'en a pas besoin, il veut juste écrire dans un socket, il a le minimum. Ils ont donc revu tout l'arbre des dépendances comme ça sous la forme de modules le plus léger possible. Également avec ça, ils ont vraiment pensé le tout sous la forme de paquets nuggets. C'est-à-dire que votre application, ASP.NET 5, qu'elle utilise le framework.NET ou le framework.NET Core, elle va essentiellement référencer des paquets nuggets. C'est-à-dire que même le framework.NET en lui-même, c'est un paquet nugget, un ensemble de paquets nuggets. D'accord? Donc, demain, si je crée une nouvelle application ASP.NET 5, je vais référencer 1, 2 ou 3 paquets. On va voir comment ça se matérialise. Et le tout utilise Nugget. Pour exprimer tout ça, en fait, j'ai un nouveau système de projet qui a été fait et qui n'utilise plus actuellement. On a les VB-Proj ou les CS-Proj. Ici, ils ont revu un peu le modèle. Si vous ouvrez un CS-Proj, vous voyez, c'est un gros fichier MS-Build qui est assez compliqué et qui est surtout compris essentiellement par Microsoft ou par des outils Microsoft, soit Visual Studio ou d'autres. Là, puisqu'on a un framework .NET qui est utilisable sur Windows, Linux et Mac, bah, ils se sont dit, ok, autant avoir un système de projet qui permette à des personnes travaillant sur Mac et des personnes travaillant sur Windows de travailler en même temps sur le même projet. Donc ils ont un peu revu le mécanisme de projet. Ce qui est au centre de tout ça, vous verrez, c'est à chaque fois un fichier qui s'appelle project.json. .json parce que finalement, plutôt que d'avoir cette syntaxe MS-Build assez complexe, on a quelque chose de très léger qui est juste un objet JSON, qui va nous permettre d'exprimer les dépendances. Les dépendances, c'est donc les paquets nuggets, que ce soit des éléments du framework.NET ou des librairies externes. Des commandes utilisables, on verra à quoi ça sert après, mais c'est par exemple pour lancer son application. Des options de compilation, pour savoir quel framework on target, quel fichier on exclut, etc. En gros, tous les éléments importants, ils vont se situer là-dedans. À côté de ce project JSON-là, vous aurez quand même l'équivalent d'un CS-Proj. Lui, il sert plus pour Visual Studio, pour travailler. Quand vous êtes dans Visual Studio, il aura quand même son fichier à côté. Mais c'est un peu l'équivalent où vous savez actuellement, quand vous avez un CS-Proj ou une solution, vous avez toujours des fichiers utilisateurs à côté. Ils sont pas vraiment check-inés en général, ils vous servent plus à vous. Bah là, ce nouveau fichier CS-Proj-là qui sera allégé, il aura un peu cette même fonction-là. C'est-à-dire qu'il sera plus uniquement pour les gens qui sont sous Visual Studio. Mais quelqu'un qui prend votre projet, il peut le prendre, le mettre sur son Mac. Du moment qu'il y a ce fichier project.json, ça marchera pareil. Pour faire tout ça, donc, ce qui est important également, c'est des outils. Les outils, ils ont un peu évolué. Donc, si vous avez bien tout suivi depuis le début, je vous ai dit que on avait un nouveau framework, le .NET Core, qui était utilisable sous Linux et sous Mac. Et en plus, le projet qui permet de faire fonctionner une appli ASP.NET 5, c'est plus du MS-Build, c'est un objet JSON. Donc à partir de là, vous pouvez utiliser n'importe quoi comme IDE. Que ça soit Visual Studio, bien sûr, ça peut, dans la plupart des cas, ça restera l'IDE préférée. Vous pouvez utiliser un bloc-notes, vous pouvez utiliser Sublime, Emacs, VI, ce que vous voulez. Tous les outils que vous voulez, ça marchera, puisqu'en fait, vous ne faites plus que de l'édition de texte. Ce qui va vous faire préférer un outil ou un autre, ça va être votre environnement, est-ce que vous voulez de l'autocomplétion, de la compilation, etc. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Microsoft a également sorti d'autres outils. Si par exemple vous êtes sur Sublime, sur un Mac ou Linux, ils ont fait deux plugins qui s'appellent Culture et OmniSharp qui vous permettent d'avoir l'intelligence dans Sublime, mais également de, entre guillemets, builder votre application, en tout cas de lancer votre application comme si vous étiez sous Visual Studio, alors que vous êtes sur Mac. Ils ont également sorti ces outils-là. Encore une fois, c'est open source et c'est supporté par Microsoft officiellement. Tous ces outils, pour pouvoir faire fonctionner de la même manière ASP.NET 5, ils se basent en fait sur des lignes de commande. Toutes les lignes de commande, on va les voir juste après, elles sont préfixées de la lettre K,
J'ai mis un petit étoile puisqu'en fait on a KVM, KPM, c'est un peu la même chose que ce que vous pouvez trouver sur Node si vous le connaissez. La lettre K elle est susceptible de changer encore d'ici la sortie d'ASP.NET, mais en tout cas c'est celle qui est utilisée actuellement. K en gros c'était le nom de code du projet ASP.NET 5 jusqu'à il y a peu de temps. Là encore si vous cherchez des docs sur le net vous verrez souvent K, puisqu'on parle du K runtime en parlant du runtime ASP.NET 5. Enfin les serveurs, ça rejoint ce que je disais au début. Puisqu'on n'a plus le lien strict avec 2IS, notre appli elle va pouvoir être utilisable avec d'autres choses. Soit un simple listener HTTP, soit 2IS Express, je ne l'ai pas mis ici, soit Kestrel. Kestrel, c'est un serveur proposé par Microsoft qui est l'équivalent de 2IS Express, on va dire, un petit peu plus léger, mais compatible Mac et Linux. Donc là encore, pour donner en tout cas un serveur de développement aux utilisateurs de Linux et de Mac. Bref, votre appli, elle, comme il y a cette notion d'indépendance d'un serveur applicatif, elle pourra utiliser n'importe quoi. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Juste un dernier élément ici, on verra. Si vous êtes capable d'utiliser un Notepad par exemple pour votre appli et de tester votre site Vuseria, on va voir qu'il n'y a plus vraiment de notion de compilation de l'application. Il y a un nouvel outil qui s'appelle Roslyn, qui est le compilateur .NET un peu open, et qui est utilisé énormément dans ASP.NET 5. Il sert en fait à compiler l'applicatif en mémoire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand vous faites une application MVC ou Webform, vous développez votre site, vous compilez, vous obtenez des DLL derrière. Là, les choses elles changent un peu. On peut toujours avoir ce mode de fonctionnement là, mais ça ne sera pas forcément celui qui sera poussé de base. De base, en fait, vous allez juste écrire votre code source, le mettre sur le disque, lancer une commande pour démarrer votre serveur web, et en fait, c'est le serveur web qui va compiler dynamiquement le code source de votre site, en mémoire, sans repasser par écrire l'écriture de DLL sur le disque. C'est assez intéressant puisque finalement, dans ce mode-là, je peux venir ouvrir mon fichier CS pendant que mon serveur est allumé, mon fichier C#, changer quelque chose, faire CTRL-S, faire F5 dans mon navigateur, ça marchera. Lui, il va tout simplement recompiler mon appli à la volée. J'ai pas besoin de couper mon serveur, changer mon truc, recompiler et refaire F5. Non, tout ça, ça sera fini. L'objectif de Microsoft étant de réussir à faire j'édite, je sauvegarde, je fais F5 et ça me prend 1 seconde à peine. Ils ne sont pas encore à ce niveau de perflam et ils y tendent, je crois que ça prend à peu près 5 secondes maintenant. Un petit mot avant de passer aux démos. Sur le planning, actuellement on en est à la bêta 1. Donc, ce qui est intéressant avec ASP.NET 5, et c'est encore avec cette volonté d'être le plus open possible, c'est que c'est quelque chose qui est disponible depuis les toutes premières versions alpha. Donc on a eu 4 niveaux de version alpha depuis le début. Ça change énormément encore, donc c'est pas du tout utilisable pour de la production pour l'instant, ça risque encore de changer, il faut encore attendre que ça mature un peu. La bêta 1 elle est ouverte depuis décembre à peu près, et la bêta 2 va bientôt devenir publique. En fait, si vous allez voir sur GitHub, puisque je vous ai dit que les sources de tout sont dispo sur GitHub, vous pouvez suivre l'avancement presque en live. Vous avez le tableau avec les milestones, les différents bugs, les différentes tâches qui restent à faire pour chaque release prévue. Donc la bêta 2 elle va très très bientôt sortir, le contenu est prêt. Et normalement, c'était une release candidate qui allait sortir jusqu'après. Donc, en général, quand on a une RC, c'est que la sortie est vraiment imminente. Ils ont décidé de rajouter une étape de bêta, mais en gros, il faut savoir que ça prend à peu près 1 mois à chaque étape. Donc, actuellement, il n'y a pas vraiment de date fixe annoncée, mais on peut espérer que le tout sorte, donc très probablement avec la nouvelle version de Visual Studio, pour le premier semestre 2015. Pas plus tard. Alors, je vous propose de regarder un peu comment ça se passe. Si je fais ça, et que ça marche. C'était bien. Voilà. Ce serait bien que ça marche quand même. Bon. On va tenter comme ça. Super.
vais peut-être le faire comme ça au moins. Ok, ce serait juste bien si je pouvais être comme ça. Non, bon, bah ça va pas, tant pis. J'aurai un torticolis demain, mais c'est pas grave. Putain, mais... si, mais j'étais en extend pas en duplicate, donc c'est pas très pratique. Ah, ah. Bon, je touche plus à rien, je vais faire comme ça. Alors, ça va pas être très pratique. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par créer une appli la plus basique possible, mais qui utilise ASP.NET 5. Donc une appli la plus basique possible, c'est quoi? C'est une application console qui fait pas grand-chose. Pourquoi est-ce que je fais une application console? Parce que, bah, par exemple, si jamais je voulais démarrer un listener HTTP, je démarrais une appli console et je démarrais mon listener HTTP dedans. Donc je vais commencer par faire ça. Donc, hop. Ça va vraiment pas être pratique, mais bon. Alors, une appli console, c'est assez simple. Je vais faire ça. Je vais créer mon namespace. Et puis, je vais faire une classe ici. Hop. Au passage, vous voyez ici, je suis dans Sublime, donc la version Windows. Mais j'ai quand même, ici, grâce à OmniSharp, vous voyez, j'ai... en fait, OmniSharp, c'est un serveur Python qui tourne derrière et qui me permet d'avoir de l'autocomplétion ici. Donc vous voyez que je peux finalement écrire ici. J'ai une aide à la saisie qui est assez intéressante. Hop, right line. Oups. Voilà. Ça, tout le monde est d'accord, c'est le point d'entrée le plus basique en .NET. Dans un second temps, je vous ai dit que ce qui fait une application ASP.NET 5, c'est finalement la présence d'un project.json. Donc je vais ajouter ce project.json ici. Hop. Et puis je vais l'éditer, pareil. Donc c'est juste un objet JSON dans lequel on va venir créer des propriétés. Il y en a une qui est importante, elle s'appelle Dependencies. Là, normalement, j'ai aussi de l'aide à la saisie, c'est grâce à Culture, mais je n'ai pas vraiment respecté le mode de fonctionnement pour que ça puisse marcher. Je vous montrerai après comment ça se passe vraiment avec de l'aide à la saisie. Quoi qu'il en soit, ici, bah, je vais dire que j'ai une dépendance sur system.console. Donc ça va être le paquet qui va me permettre de faire marcher ici mon application console. Et de pouvoir surtout écrire dans la console derrière. Et ici, donc c'est là où c'est pas très pratique quand on n'a pas d'aide à la saisie et qu'on ne le sait pas. Mais en gros, je dois donner la version du paquet que je veux utiliser. On est actuellement sur la bêta 1, donc je vais utiliser celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, on va utiliser une ligne de commande qui va faire invoquer Nugget, qui va aller taper sur un feed Nugget qui est public. Donc techniquement, là, je pourrais mettre bêta 2, parce qu'il existe également. Après, dans toute la démo, je vais me contenter de la bêta 1, puisque bon, c'est encore sur la branche de dev, la bêta 2, donc c'est pas forcément super stable. Mais en gros, ici, comme tout est ouvert, bah, chaque jour, vous pouvez aller récupérer les dernières versions du runtime, les dernières versions des paquets, et suivre au jour le jour le développement de la chose. C'est pas forcément super stable tous les jours, mais bon, c'est assez intéressant, et surtout, c'est assez intéressant de savoir que c'est possible. Une fois que j'ai ça, je vais devoir commencer à utiliser la ligne de commande. Donc la première chose à faire, là j'ai écrit mon fichier de code ici, programme C#, donc mon point d'entrée, j'ai décrit mon projet. Maintenant, je vais devoir restaurer les paquets. Donc faire appel à Nugget pour qu'il restaure ce paquet-là. Et ensuite, je pourrai lancer mon application. Donc pour faire ça, je vais revenir ici. Hop, je vais prendre ça. Alors, je vais ma petite fenêtre PowerShell là. Voilà. Et donc, les lignes de commande, je vous ai dit, c'est des outils qui s'appellent K quelque chose. Il y en a plusieurs. Je vous en montre un premier, c'est KVM. KVM, en fait, c'est l'outil qui permet de gérer les différentes versions du runtime qui sont installées sur votre poste. Puisque je vous ai dit, .NET Core, c'est un framework qui peut s'installer avec plusieurs versions en parallèle. Bah, c'est KVM qui va permettre de gérer ces versions de runtime-là. Donc si vous tapez KVM, il vous donne ici toutes les commandes utilisables.
Upgrade vous permet de récupérer les dernières versions ou des versions spécifiques. Mais si par exemple vous faites kvm list, vous aurez les versions installées sur votre poste. Vous voyez que là, ce que je peux distinguer... Est-ce que ça va marcher du coup sur l'écran secondaire? Non, tant pis. Ce que je peux distinguer ici, c'est dans la colonne runtime où c'est vraiment intéressant. J'ai d'un côté CLR, donc c'est la version on va dire .NET complète, 4.6, et la version Core CLR, donc cette version allégée. Donc on voit actuellement que celle qui est active, c'est la Core CLR. Ouais. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux changer, utiliser une autre version. Si par exemple je veux lui dire d'utiliser la version complète de .NET, eh ben, je vais pouvoir lui dire kvm use default, c'est le petit alias que j'avais au bout, je peux créer des nouveaux alias où je pouvais très bien le changer sans utiliser d'alias. En tout cas, voilà, il va changer la version courante de du runtime à utiliser. Si je refais un kvm list, hop, on voit que je suis passé sur la version complète. Une fois que ça c'est fait, eh ben, je peux restaurer mes packages. Pour le faire, je vais simplement utiliser un autre utilitaire qui s'appelle kpm, donc comme K Package Manager. Il y a beaucoup d'autres commandes sur kpm, lui aussi il est très important. Et en tapant restore, eh ben lui il va aller chercher le project JSON qui est dans mon projet, il va aller regarder la liste des dépendances et il va les restaurer. Et puis en fait il est un peu intelligent, il sait aussi les restaurer récursivement. Donc si je lance ça, on voit qu'il a trouvé mon project JSON tout en haut, il fait appel à Nugget, il a été chercher système console et il voit que pour pouvoir utiliser système console, il faut également système IO, système runtime, etc. Donc il a étiré tout ça jusqu'à système threading task, on voit. Donc il a ramené cet arbre de paquets là et il les a descendus sur mon poste. Une fois que mes dépendances elles sont descendues, ben, je vais encore utiliser un autre outil qui s'appelle K. K finalement c'est ce qui me permet de lancer mon application. Dans le cas d'une application console, c'est un cas un petit peu particulier, je fais krun. Et si je fais ça, hop, salut. Ça sert pas à grand chose dans le contexte d'une application web, mais ça permet de comprendre la suite. K, en fait, pourquoi est-ce qu'on... Vous êtes d'accord, on produit déjà pas une DLL ou un exe. Je vous ai dit, c'est de la compilation qui a lieu en mémoire. Si je vous montre ça d'ailleurs, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de bin, il n'y a pas d'ob, j'ai rien du tout. Tout ça, c'est juste là. Lui, il a compilé ça en mémoire. Du coup, déjà, j'ai pas d'output à mon projet. Et quand bien même j'en aurais, je vous ai dit que l'idée ici, c'est d'être compatible entre Windows, Linux et Mac. Un exe au sens Linux et Mac, ça veut rien dire, ça n'existe pas. Il aurait fallu qu'ils gèrent pour compiler des choses différemment avec des points d'entrée exécutables sur un peu n'importe quel OS. C'est pas possible. Enfin, c'est assez compliqué à faire. C'est pas la direction qu'ils ont voulu prendre. K, finalement, c'est une manière de se dire, lance ce programme, peu importe l'OS. Et comme il compile en mémoire, eh ben ça va marcher. Ok ? On va voir maintenant un peu comment ça va pouvoir mieux s'intégrer dans une appli .NET. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que là, je écris juste dans la console, mais je pourrais très bien démarrer un listener HTTP et j'aurai de quoi faire ensuite pour faire une application .NET. Je vais pas faire ça tout de suite. Avant, je vais vous montrer autre chose. Si j'y arrive. Hop. Je vais juste faire ça. Donc clone, c'est une méthode de system string qui est utilisable en .NET. Ici, je fais pas grand chose, mais bon, le but c'est pas de voir ça. C'est plutôt si je reviens là et que je refais krun, sans surprise, ça marche. Ok ? Maintenant, je vais revenir ici sur ma liste de runtime qui sont installés. Donc on voit que je suis sur le CLR et je vais switcher finalement sur le core CLR. Donc je vais faire kvm list use. C'est là que c'est un petit peu embêtant quand on n'a pas d'alias. Ça doit être comme ça. Voilà. Si je refais mon kvm list, hop, on voit que ma petite étoile elle est passée sur la dernière ligne. Si j'enlève tout ça, je restaure. Normalement, bon, il les a tous pris depuis le cache, ça n'a rien changé. Je relance mon application. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? J'ai une erreur. Pourquoi? Parce que là, j'ai changé de runtime, je suis parti sur le léger. Et sur le léger, j'ai pas pris clone comme méthode par hasard, c'est tout simplement une méthode qui n'existe pas sur le core CLR. Donc du coup, lui, il se dit, ok, je dois exécuter ça, je veux compiler ça. Ah, mais sur .NET Core, cette méthode, elle n'existe pas, donc c'est pas possible de se lancer. Ok, vous voyez vraiment, .NET Core, c'est une version allégée de .NET. Là, c'est une méthode qui n'existe pas, en fait, il y en a des tas qui n'existent pas. Mais ils sont vraiment contentés de prendre le plus important pour les applications web. Ok. Maintenant, on va vraiment plutôt partir sur une appli web. Donc ça, finalement, c'est un point d'entrée pour une appli console. Quand vous faites une application ASP.NET 5, ce que vous ferez, c'est pas exactement ça. Si vous connaissez Owin et Katana, vous avez sûrement vu des choses de ce genre. C'est une classe startup et une méthode configure.
il me propose déjà ça, il est sympa. Hop. Ça, c'est un point d'entrée qui va être valide pour une application ASP.NET 5. En fait, j'ai pu faire Karen. Karen, c'est quand j'ai un point d'entrée de type programme main, point d'entrée .NET standard. Là, moi, le problème de ça, c'est que ça me force à hoster mon application dans une application console. Et c'est pas terrible, notamment si je veux travailler sur 2IS, ça va pas m'aller. On a ici en fait un niveau d'abstraction par rapport au serveur utilisé. C'est-à-dire qu'en faisant startup et configure, c'est tout simplement une convention. Il y a quelque chose en .NET qui s'attend à trouver une classe startup avec une méthode configure. En fait, on va passer par une autre couche qui s'appelle Microsoft ASP.NET Hosting, et lui, on lui passe notre DLL, et lui, il va aller automatiquement chercher cette classe startup et configure pour la démarrer. Et il va utiliser le type de serveur qu'on lui passe, soit un HTTP listener, soit 2IS. En fait, là, c'est vraiment un mode d'abstraction pour marcher avec n'importe quel type de serveur derrière. Et donc, pour faire des choses un petit peu utiles, j'ai juste rajouté 2 petits using ici en haut. Microsoft ASP.NET.Builder et un autre. HTTP, pardon. Voilà. Je vous ai parlé de Owin et de Katana tout à l'heure. Donc c'était la spécification et l'implémentation qui me permettaient de découpler l'applicatif .NET du serveur utilisé. Et un gros problème, c'est qu'en web, il y a une notion qui est propre à 2IS, qui n'existe pas partout, c'est la notion de module HTTP et d'handler HTTP, que vous connaissez normalement tous, avec ce cycle de vie. Ça, c'est fortement couplé à 2IS. Dans le cas d'un listener HTTP, d'un socket, je n'ai pas ça, ça n'existe pas, puis je le veux pas forcément. Owin et Katana, ils proposaient une autre solution basée sur des middleware. Sans rentrer pour des détails, en fait, vous allez toujours avoir cette notion de pipeline, mais vous n'aurez plus forcément tous ces événements. Et dans le pipeline, il n'y a pas de module, il n'y a pas d'handler, mais il y a n middleware qui s'enchaînent. Sachant qu'un middleware, il peut dire, ok, moi je génère la réponse et j'appelle pas le suivant. Ou qu'un middleware peut se dire, ok, je fais rien, j'appelle juste le suivant, mais au retour du suivant, je vais faire quelque chose. En fait, tous ces middleware, ils s'enchaînent là. C'est plus exactement comme les modules ou comme les handlers qu'on connaissait avant. On a plusieurs manières d'écrire des middleware. En fait, quand on fait du Web API ou du MVC avec Owin et Katana, on va simplement utiliser un middleware qui comprend Web API. C'est-à-dire qu'il sait appeler un contrôleur Web API. Là, on va voir que ça marche de la même manière. De base, là, mon application, elle ne sait rien du tout gérer. Parce que je vous ai dit qu'on était très modulaire et que c'est au développeur de choisir les briques qui l'intéressent. Si par exemple, je veux écrire directement dans le flux de ma réponse. Alors sans complétion, c'est un petit peu sport à chaque fois, mais... Hop, je peux faire ça. Alors, en plus, pardon. Toute la stack ASP.NET 5, elle a été écrite pour marcher avec l'ATPL et avec Async et Await. Donc vraiment, vous avez tout qui fonctionne sous ce mode-là. C'est assez intéressant pour travailler. Et donc, je peux écrire ici, hop, dans ma réponse. Donc là, qu'est-ce que je fais? Un truc très bête. Run, c'est pour écrire un middleware qui est un petit peu particulier qui va casser cette chaîne d'exécution. Là, en gros, plutôt que de dire que je prends des middleware et que je les chain, je mets quelque chose qui va prendre toutes les requêtes et qui appellera jamais la suite. Donc, j'aurai que mon run qui s'exécute. Mais en gros, pour toutes les requêtes qui vont arriver sur mon serveur, je vais tout simplement aller écrire dans ma réponse « Salut ». Ceux qui ont déjà fait du Node.js, par exemple, c'est quelque chose qui ressemble énormément. Une fois que j'ai ça, pour pouvoir le tester, il me manque une étape importante. Ici, j'ai ajouté ça parce que je le connais, mais en gros, il me manque mes dépendances. Si j'étais dans VS, ça n'aurait pas marché, ça. Ici, il faut que j'ajoute 2 petites choses, à savoir Microsoft ASP.NET Hosting. Je vous explique dans une seconde à quoi ça sert. Et il me faut un serveur. Je ne vais pas encore aller dans 2IS pour l'instant, je vais rester dans un listener HTTP, donc il faut que je l'inclue. Donc ça, c'est le nom du paquet Nugget. Donc, la version, il n'y a pas de secret, c'est toujours la même dans notre cas. Et je crois que c'est tout par rapport à ce que je faisais. On verra si ça ne marche pas. Et une fois que j'ai ça, il faut encore que je lui dise comment démarrer mon application. Quand je faisais Karen, c'est simple, il s'attendait à avoir une application de type console, donc avec un point d'entrée, programme et une méthode main. Là, c'est un peu différent. Là, j'ai envie que mon appli, elle démarre, qu'elle soit hostée par un serveur qui soit passé en configuration. En gros, que mon appli puisse marcher avec 2IS ou un listener HTTP. On a la possibilité ici d'exprimer des commandes. Décidément. En gros, je peux faire ça. Là, je vais écrire Microsoft ASP.NET Hosting.
c'est finalement le point d'entrée. C'est lui qui va se charger, c'est lui qui va chercher une classe startup et une méthode configure dans mon application. Et à lui, je vais lui dire le type de serveur à utiliser. Je le fais simplement comme ça. Le type de serveur, c'est quoi? C'est ça. En gros, lui, il a plein de patterns compilation derrière qui lui permettent de trouver des points d'entrée à chaque fois là-dedans. Et je vais lui dire sur quelle URL écouter. Ça, c'est un paramètre de ce serveur-là. Hop. Si j'y arrive, local, host. On va se mettre sur le 3000 pour changer. Et puis voilà. Il me manque une accolade peut-être. Non. Non, c'est bon. Ça va me permettre d'exécuter une commande. En gros, quand vous faites K, à part le cas particulier de krun, bah, tout ce que vous pouvez écrire derrière K, il va venir le chercher là-dedans. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire kweb, et en fait, kweb, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter ça. Microsoft ASP.NET Hosting, je vous ai dit, c'est un peu le bootstrapper de votre application. C'est lui qui va se charger de prendre le serveur que vous passez derrière, et de aller chercher une méthode dans votre code, et sa méthode configure d'une classe startup. Donc si je reviens dans mon application, dans ma console PowerShell ici, je refais un kpm restore. Donc cette fois-ci, il va, pareil, aller me rechercher mes nouveaux paquets. C'est marrant qu'il m'en cherche pas plus, mais bon, soit. Et que je fais kweb. Hop. Qu'est-ce qu'il a fait là? On voit que ça change. Il a démarré un listener HTTP. Donc à partir de là, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir ici, taper l'adresse de mon serveur. Et je ne sais plus ce que j'ai mis, 3000 je crois. Hop. Et, pardon. Et ici, donc j'ai tapé, dans tous les cas, je réponds salut. Donc là, je suis bien passé dans mon application, et comme j'ai rien fait, j'ai juste mon socket HTTP, j'écris directement ma réponse ici. Vous voyez le principe? J'ai quelque chose de super léger là, j'ai rien d'autre, je peux rien faire d'autre parce que j'ai pas inclus d'autres paquets dans mon application. Maintenant, je vais voir comment ajouter d'autres choses pour compléter mon appli. Avant de passer sous Visual Studio, je voudrais vous montrer encore une autre chose. Par défaut, j'ai tellement rien dans mon appli. Le bin là, c'est pour défaut. Hein. Faut pas prendre en compte, c'est Sublime et OmniSharp qui me l'ajoute, mais il a rien à voir avec mon appli lui. Faut laisser tomber. J'ai vraiment pas de compilation physique là, c'est tout en mémoire. Si j'ajoute un fichier HTML ici, et que je mets un peu de contenu dedans, que je reviens ici dans mon navigateur web, est-ce qu'il est toujours démarré mon serveur? Oui. Et que je tape test.html. Hop, vous voyez que ça marche toujours pas. Il me répond toujours ça. Il y a deux raisons à ça. Pardon? Ouais, bon. En fait, donc déjà je vous ai dit ici que j'avais mis un middleware un peu particulier qui cassait la chaîne de routage, mais surtout je suis dans un listener HTTP. Si vous connaissez un peu 2IS, vous savez que c'est 2IS qui se charge de servir les fichiers statiques généralement. ASP.NET peut le faire, mais il faut lui dire. Il va y avoir des modules et des handlers dédiés à ça. Mais généralement, c'est 2IS qui s'en charge. Comme ça soulage notre application. C'est plutôt le serveur qui sait prendre ça et le gérer de manière un petit peu plus intelligente. Or là, tellement il n'y a rien dans mon application, même si j'enlève mon handler ici, mon fichier HTML, il ne sera jamais servi au client. Parce que mon appli ne sait pas le faire. Si je veux pouvoir servir un fichier statique, il faut que je lui dise. Il y a vraiment cette notion de modularité qui est vraiment super importante. De base, vous n'avez rien du tout. Et vous allez prendre les briques qui vous intéressent. Donc si je veux pouvoir servir des fichiers statiques, il faut que je vienne toujours ajouter la bonne référence ici. Donc Microsoft ASP.NET Static Files. C'est le paquet. C'est sapin de Noël, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être cassé un truc, non? Ah, pardon. Merci. Voilà. Donc, si je change ça comme ça, je vais pouvoir revenir ici dans ma méthode configure et je vais écrire autre chose maintenant. Je vais pouvoir écrire ça. En fait, tout à l'heure, j'ai fait app.run, je vous ai dit, ça met un middleware un peu particulier qui casse la chaîne d'exécution. En fait, j'aurais pu faire app.use et la syntaxe de ça aurait été légèrement différente. Et ça m'aurait permis d'écrire un middleware qui est capable de rentrer dans une chaîne d'exécution. Tous les middleware, en fait, ils sont toujours préfixés par le terme use. Donc si je prends use tout court, c'est moi qui écris mon middleware, c'est moi qui l'implémente là. Mais en gros, quand je fais use static files,
bah, ça fait quoi? Ça fait que ça va prendre un middleware qui a été récupéré par le paquet que j'ai ajouté juste avant, et ce middleware-là, pour les requêtes entrantes, bah, il va être capable de voir si ça concerne un fichier statique et de servir ce fichier statique-là. Et finalement, quand je ferai une application MVC, Web API ou autre, bah, ça va marcher exactement de la même manière. C'est juste que le nom du middleware sera différent. Si je restaure à nouveau mes paquets, que je lance mon appli, si je reviens ici et que je fais F5, hop, cette fois-ci, il assume servir mon fichier. Alors qu'avant, il n'était pas capable de le faire. Un détail juste avant de passer sous Visual Studio, il y a une nouvelle notion qui a été introduite avec ASP.NET 5 et qui est super importante. Je vous ai dit, on n'a pas de DLL, d'exe ou autres qui sont générés physiquement. Ce qui veut dire que si vous devez déployer votre application sur votre serveur demain, bah c'est simple, vous prenez tout, vous faites copier, coller sur le serveur et ça marche. Le problème, c'est que dans un vrai site, bah, vous avez toujours des fichiers statiques, du JS, des CSS, des images, des pages HTML ou autres. Dans le cas d'une application MVC ou Webform, c'était assez simple. Quand vous voulez la publier, normalement, vous faites clic droit sur le projet, Publish, et lui, automatiquement, il va enlever tous les CS, toutes les vues et autres qui pourraient traîner dans votre application, et il va prendre que les fichiers importants. Donc les DLL générés, les fichiers statiques, justement. Mais en gros, il va faire le ménage pour vous, il va vous la mettre propre. Là, le problème, c'est que tout est un peu mélangé. Du coup, il y a une nouvelle notion qui a été ajoutée pour vraiment distinguer le code de l'application des fichiers statiques, qui s'appelle un dossier webroot. Alors, par défaut, il s'appelle, c'est le nom que vous verrez souvent, que vous verrez le plus souvent, c'est www.root, ici. Et en gros, je vous montre déjà comme ça pour que vous voyez la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mon project JSON ici, je vais venir ajouter encore une nouvelle propriété qui s'appelle webroot. Donc c'est quelque chose qui sera compris par ASP.NET 5. Je vais lui dire que c'est www.root. Hop. Et c'est tout. Je vais relancer mon application. Si je retrouve ma souris, elle est là. Hop. Si je fais F5, on va voir ici que mon fichier il est resté à la racine, je ne l'ai pas encore déplacé, donc si je fais F5, il ne sert plus à rien, parce que le fichier n'existe pas. Maintenant, si je déplace le fichier dans le dossier que je viens de créer, hop, hop, je fais F5, il sait le servir. Donc vous verrez vraiment cette notion-là dans ASP.NET 5, elle est toute nouvelle, elle permet de séparer les fichiers statiques du code applicatif. On verra aussi à quoi ça sert après. Ok, une fois que j'ai tout ça, ben, bon, c'est rigolo d'écrire 2 minutes ici l'appli comme ça, mais bon, c'est assez galère, sauf si on est sur Mac ou sur Linux. Sous Windows, on a la chance de pouvoir utiliser Visual Studio, d'autant plus que MS avait annoncé une version communautaire de Visual Studio qui serait gratuite, en tout cas pour les étudiants, pour les petites entreprises et autres. Donc il y a vraiment intérêt à passer par VS. Ce que je peux faire assez simplement, c'est ouvrir déjà mon bon Visual Studio ici. Alors pardon, il s'est ouvert à côté. Hop, et aller ouvrir mon project.json. Hop. Il est là. Et finalement, pim pam boum, voilà. Là, il vient de se passer quelque chose d'assez intéressant. Donc, je lui ai passé un project.json. Vous vous rappelez, c'est juste ce truc-là qui ressemble pas à un CSproj historique. Et lui, automatiquement, vous voyez, il a retrouvé mon programme.cs. Et ça, c'est super important. Parce qu'en fait, dans la manière dont les choses ont été pensées, il n'y a plus de lien fort entre ce qui existe physiquement sur le disque et le CSproj. C'est-à-dire qu'avant, votre CSproj, il contenait toujours les liens vers les fichiers CS de votre appli, vers tous les fichiers de votre appli, en fait. C'était assez chiant, d'ailleurs, quand on travaille en équipe, parce que quand on doit merger, ça pète tout, c'est une fois sur deux, il manque des morceaux. C'est pas pratique. Ici, ils ont pensé ça différemment. Ils scannent tout simplement le disque et ils vont chercher les fichiers. Et ils ont un File System Watcher aussi. C'est-à-dire que si j'avance dans mon application et je vais ajouter un nouveau fichier programme.cs, je reviens ici, hop, il me l'a automatiquement reconnu ici. Il y a un File System Watcher qui va détecter ça, en fait, tout simplement. Et donc, ce qui m'a quand même fait, ici, pour vous montrer ça, en dernier truc, c'est qu'il m'a généré ce kproj. Le kproj, ça va être l'équivalent, finalement, du CSproj que l'on avait avant. En gros, si je l'ouvre, on va retrouver, c'est la syntaxe de MSBuild, la différence étant... la différence étant qu'il est vachement simplifié. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez toute une partie sur tous les fichiers inclus. Ça n'existe plus. Là, en gros, vous allez juste avoir vos configurations d'exécution de votre appli et c'est à peu près tout. Vous voyez ? Donc ça a changé. Notez au passage, il s'appelle kproj, c'est plus CSproj. Donc ça encore, c'est peut-être sujet à changement d'ici la release.
final. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu laisser tomber mon appli là, et je vais faire un nouveau projet dans VS. Hop, si j'y arrive. C'est super dur quand on n'est pas en face. On a la possibilité ici juste de créer deux templates de projets qui sont un peu à part. Class library, c'est pourquoi? C'est parce qu'on ne peut plus faire une class library .NET standard, puisqu'il y a cette notion de framework .NET Core. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et console application, c'est pour les cas que je viens de vous montrer à l'instant. Ok, on va faire ça. Je vais juste pas la mettre là, je vais la mettre 3T là-dedans. Hop. Non. Dans cette nouvelle, alors ça c'est encore temporaire, vous savez, cette nouvelle fenêtre elle était apparue avec la version précédente de VS et il y avait cette notion de One ASP.NET, c'est-à-dire que je pouvais prendre du MVC, venir ajouter du Web API, du Webform, etc. Et lui il allait me sortir quelque chose utilisant les différentes technos. Ça c'est un petit peu différent en fait, si je choisis de partir sur de la ASP.NET 5, il n'y a plus ces cases à cocher là. En fait ils sont un peu revenus sur ça. Je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. En gros je vais prendre, non je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Hop. Et ici il va me régénérer une application un peu similaire à ce que j'avais. Ce qui est différent, c'est ça, et je vais vous expliquer en quoi c'est différent dans un instant. En gros, je retrouve ici mon startup qui contient rien, mais c'est le même qu'avant. Vous voyez, startup configure, ici, il ne se passe rien du tout. Mon project JSON, il est un petit peu plus compliqué. Alors, je passe rapidement, mais en gros, exclude, c'est les fichiers qui sont exclus de la compilation. Mais quand on parle de compilation en ASP.NET 5, c'est pas vraiment une compilation comme on connaît avant, puisque je vous ai dit que la compilation se fait au runtime. En fait, là, si jamais je choisis de compiler mon appli, que je fais CTRL-SHIFT-B, il fait des choses, mais ça c'est uniquement un spell check en fait. C'est pas, il vérifie la syntaxe, mais il génère pas d'output par défaut. Si j'ouvre ici le dossier de mon appli, vous voyez, je suis bien là, 3T2, machin, Web Application 1, et ben j'ai toujours pas de bin ou d'objet. Il est pas là, il est pas non plus caché en haut. Vous voyez. Je vais vous montrer quand même un autre truc dans une seconde. Pack exclude, en fait, c'est quand je vais publier mon application, je vais lui dire d'exclure mon caproche, user, etc. Et en dessous, le reste, dependencies, on connaît. J'ai pas de commande ici, mais je pourrais en rajouter, j'en rajouterai tout à l'heure. Et framework, en fait, c'est pour dire les frameworks targetés par votre application. Donc ASP.NET 5.0, c'est finalement le framework complet. ASP.NET Core 5.0, c'est le framework .NET Core. Je vais vous montrer à quoi ça sert aussi dans une seconde. On retrouve également le WW-Root que je vous ai montré avant, hop, dont on parle ici. Et on a le nœud là qui est nouveau, on en parlera plus tard, et celui-ci qui est différent. Hop, si je l'ouvre, j'ai quoi ici? J'ai finalement les deux targets que j'ai là. C'est-à-dire que si là, par exemple, je fais ça, je compte, hop, voilà, lui il disparaît, parce que je l'ai enlevé des frameworks que je supporte. Si je le rajoute, hop, il va revenir, voilà. Si je l'ouvre, on voit que par défaut, comme je suis dans VS, il m'a ajouté automatiquement ça, Microsoft ASP.NET Server 2IS. Et en fait, ce qui est assez intéressant, je vous ai dit que tout est paquet NuGet. Il y avait un mécanisme qui était pas mal dans NuGet, c'est le mécanisme de dépendance hiérarchique, enfin récursive. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous tirez le paquet NuGet de MVC, il va vous tirer toutes les dépendances également de MVC, et les dépendances de ces dépendances-là. Le problème, c'est que dans la fenêtre de NuGet actuelle, ça vous fait un bazar monstre, vous avez une liste énorme, et finalement, vous avez même du mal à retrouver le paquet que vous avez installé initialement. Là, ils ont un peu changé les choses, parce qu'en fait, chaque paquet tire sa collection de paquets, ils les ont représentés comme ça. Vous voyez? C'est vachement plus clair. On verra après vraiment la fenêtre NuGet. Il y a une nouveauté qui est assez intéressante sur l'IntelliSense. Si je reprends le test que je vous avais fait tout à l'heure, j'avais écrit ça. Vous voyez qu'ici, il me met un petit panneau jaune. Et là, dans l'IntelliSense, les choses, la manière dont c'est écrit, c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît actuellement. Il y a cette partie-là qui est venue s'ajouter. Et il me dit quoi, en gros? Il me dit que si jamais je suis en ASP.NET 5.0, la méthode clone, elle est dispo. Par contre, si je suis en ASP.NET Core 5.0, elle n'est pas dispo. Ouais. Ce qui est intéressant également, si je persiste et que je tape quand même cette méthode, hop, vous voyez qu'ici, il me le souligne. Et si je regarde dans mes erreurs, il me le dit ici que c'est une erreur machin, machin, machin. Et je crois même que si je fais ça, voilà, il me dit que ça pose une erreur en ASP.NET Core 5.0. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est les petites évolutions de l'IntelliSense. Ensuite, toujours dans la solution, il y a ce fichier-là aussi qui est nouveau. Vous voyez, encore une fois, un fichier JSON. Il est mis au niveau de ma solution et il me permet en fait de dire
bah, les sources de mon application, comme il n'y a plus vraiment cette notion de référence vers des fichiers sur le disque, va les chercher dans le dossier SRC, dans le dossier test. Test si j'avais des tests unitaires. Là, j'en ai pas. Mais effectivement, si vous regardez ici dans ma solution, j'ai quoi? Bah, j'ai aussi un dossier SRC. Et même physiquement sur le disque, il existe ce dossier SRC. Hop, si je regarde, vous voyez, j'ai bien ici mon SRC qui est là. Donc lui, en fait, il va là-dedans et il va chercher ses projets ensuite là-dedans. C'est comme ça qu'il arrive à les retrouver. Et ça, c'est assez intéressant puisque ça me permet de référencer facilement des projets qui sont ailleurs. Je vais faire la petite démo dans un instant. Il y a un paquet qu'on voit souvent dans des démos. C'est Microsoft. Si j'y arrive, Microsoft ASP.NET Diagnostic. Il ne sert pas à grand chose. Il permet essentiellement d'afficher des erreurs un peu custom ou standard, en tout cas quand on a un web listener. Et il va nous permettre aussi d'afficher une page de debug classique. En gros, pour vérifier que tout marche. Use welcome page. Voilà. Là, encore une fois, on voit cette syntaxe, c'est-à-dire que c'est un middleware. Si je fais F5, hop, on voit ici que cette fois-ci, donc ça m'a lancé. Alors, je suis désolé, je ne pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas la petite barre en bas à droite, mais il m'a lancé un 2IS Express et ici, il me met sur cette page-là. Donc, c'est la page, la welcome page qui est générée par ce paquet. Ce que je vais faire, on a souvent la problématique en .NET, c'est encore plus vrai depuis qu'on a un MVC, de ne pas forcément comprendre ce qui se passe dans les tuyaux avant d'arriver dans le code de notre action, ou après. Et des fois, on aimerait bien pouvoir débugger dedans. Que ce soit dans ASP.NET MVC ou que ce soit dans n'importe quelle autre librairie d'un partenaire. Donc si on a de la chance, on a une licence Reflector et on peut compter sur Reflector qui sait rétrogénérer des PDB pour pouvoir débugger. Mais si c'est optimisé, l'expérience n'est pas terrible. Sinon, il faut faire ça à l'ancienne, il faut télécharger les sources, changer la référence pour pointer vers la version locale que vous compilez. Et là, vous pouvez débugger à l'intérieur. C'est encore plus gênant quand on trouve des bugs dans les sources de la librairie sur laquelle on dépend. Ici, il y a finalement une fonctionnalité qui est assez pratique. Ce que j'ai fait en fait, donc ici, je vous ai dit tous les projets de ASP.NET 5 qui sont sur GitHub. Donc si jamais j'ouvre ma fenêtre GitHub ici, vous voyez que je les ai clonés en local. J'ai pris trois projets ici, j'en ai un autre en fait. Et je les ai descendus sur mon disque. Donc si je repasse par là, ma souris elle est là. Et que je regarde en local, pardon, alors j'avais mis la bêta un petit peu à part, j'ai pris notamment ça, celui-là, Diagnostic. Donc en fait c'est le code source du paquet Nugget que j'ai ajouté juste avant. Si je prends ça, et que je viens le rajouter dans mon global.json ici, hop, alors il faut juste que je me tape ça, 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 je suis presque, ça, je fais CTRL S, oui, oui, il m'a rajouté, super chiant, et voilà, bon, pendant qu'il rame, il m'a rajouté, vous voyez ici, plusieurs projets à droite. En gros, ça c'était mon appli, j'ai rajouté ce chemin-là, et il est allé chercher ici, vous voyez, Microsoft ASP.NET Diagnostic, et je ne sais plus si j'en ai un autre en dessous, mais il est allé me chercher en tout cas les projets qui étaient dispo dans ce dossier source-là. Et là, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce que je peux faire, enfin, ce que je ne vais pas pouvoir faire là parce qu'il est en train de planter, mais je pourrais aller ouvrir le middleware welcome page que j'ai rajouté, mettre mon point d'arrêt dedans, et en fait, le mécanisme de dépendance, il est super intelligent, puisque ce qu'il va faire en priorité, quand vous tapez le nom d'un paquet, c'est le chercher en local, s'il est déjà dans votre solution. Et s'il est dans votre solution, il va utiliser celui dans votre solution. Seulement, s'il ne le trouve pas dans la solution, alors il va prendre celui qui va chercher sur le net et descendre dans le cache de Nugget. Mais là, en gros, sans rien faire de plus, j'ajoute ici ce chargement de source, je mets mon petit point d'arrêt en bas dans mon middleware, je fais F5 et je verrai que ça break automatiquement. J'ai pas à toucher à mes références, j'ai rien d'autre à faire. Et ça, c'est vraiment super pratique. Enfin, quand ça fait pas ça, mais... Donc, là, ça va être super chiant. Hop, là... Voilà, voilà. Il est là. Alors, avec un peu de chance, il va bien vouloir marcher cette fois-ci. Donc là, il est pas là, nickel. Bon, c'est pas grave, je vais pas le remettre, ça va le refaire planter. Mais en gros, vous pouvez faire ça. C'est pas le bon projet en fait que j'ai ouvert, c'est surtout pour ça.
Hop, et j'étais dans un truc qui n'est pas là. Décidément. Alors. Voilà. Donc. Bon, allez, on retente juste pour voir si on y croit, on y croit. Oh non. Bon, bah tant pis. On verra pas la démo de ça. Je vais faire un nouveau projet ailleurs. Donc je vais refaire ça. Hop. On va passer à 3T3. On va refaire un projet vide et on va regarder autre chose. Je vous ai montré tout à l'heure les commandes. Ici, là-dedans, dans mon Project JSON, j'avais rajouté cette commande pour lancer mon application dans un web listener. Autre chose au passage, je suis passé assez rapidement quand j'ai rajouté mon paquet tout à l'heure, mais vous voyez qu'ici j'ai vraiment de l'intelligence, donc c'est assez simple d'ajouter des nouveaux paquets comme ça. Si par exemple je veux ajouter mon web listener, je peux faire ça. Vous voyez que là j'ai ma version bêta qui est en local, et normalement, forcément ça aurait été trop beau, mais si j'avais du net et que j'étais branché sur la bonne branche, ici je verrais des autres paquets qui sont disponibles. Là je suis sur la master, mais si j'étais branché notamment sur le nugget de dev, je verrais tous les paquets de dev qui sont dispo. Soit en plus apparemment le net n'a pas l'air de marcher, donc comme ça, voilà. Mais en gros, je peux ici ajouter mon web listener et je vais pouvoir, comme je suis feignant, recopier ma commande de tout à l'heure. Hop. Choup, choup. Voilà. Je suis bien. Et vous voyez ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, si je fais ça, il va me démarrer sur 2IS, normal. Donc là, il n'y a rien dans mon appli, donc c'est normal. C'est pour ça que ça fait ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, mon serveur, il est démarré. Et à l'inverse, si je viens ici, dans les propriétés de mon projet, alors vous voyez qu'ici on a l'équivalent en fait de mon KVM list, KVM use que je faisais tout à l'heure. Je ne l'ai pas précisé, mais quand vous faites KVM list, KVM use, c'est contextuel. C'est-à-dire que là c'était spécifique à ma session PowerShell. Mais en gros, VS lui il a le sien aussi. C'est ce qui fait que ça vit en side by side en fait. C'est vous choisissez au moment de lancer. C'est contextuel au lancement cette version de framework. Donc là en gros je pourrais choisir de passer encore CLR. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici dans l'onglet debug, puisque si je viens là, j'ai 2IS Express, et ici j'ai quoi? J'ai web. Mais web, en fait, il est... Enfin, c'est bête et méchant, si ici j'écris Toto, lui, si je reviens là, hop, donc, si je ferme la fenêtre et que je reviens là, hop là, je peux lancer en mode Toto. Et le mode Toto, ça fait quoi? Choup. Bon là ça marche pas parce que j'ai rien fait, mais normalement ça me lance ma console et avec mon HTTP listener, si j'avais mis des choses dedans. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que je peux toujours revenir là. Mon copain qui serait sur Mac ou sur Linux qui n'a pas Visual Studio, il peut faire ça. Et lui, il pourrait utiliser ses petites commandes à lui, faire son kpm restore et faire son ktoto. Hop, et ça marcherait pareil. On a vraiment toute l'expérience ici qui est basée sur ces lignes de commande. VS, il fait rien d'autre qu'utiliser les lignes de commande. D'ailleurs, si je regarde ici en bas dans l'output, on voit ici, quand est-ce que j'ai ajouté un paquet? C'est pas là. Bon, on va en ajouter un nouveau, comme ça on va avancer. Bim bam boum. Si maintenant je veux passer à MVC, puisque c'est aussi intéressant, c'est une grosse nouveauté, on va en reparler. Mais si j'ajoute le paquet d'AMVC qui s'appelle simplement Microsoft ASP.NET MVC, hop, dans ma fenêtre d'output, ici, vous voyez que, hop, tout ça, ça devrait vous rappeler quelque chose, puisque c'est ce que j'avais quand je descendais des paquets ici. Vous voyez, cache machin, hop, j'ai la même chose ici. Exactement pareil. En fait, il ne fait rien de plus qu'appel aux mêmes outils que nous en ligne de commande. Alors, une fois que j'ai MVC, je vais pouvoir l'utiliser, si vous avez compris le principe, app use MVC. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, si, ça va être un petit peu plus compliqué le cas d'MVC, mais pas beaucoup plus. Il y a un nouveau mécanisme dans ASP.NET 5 qui est super intéressant. MVC, vous savez, c'est un framework qui apporte de la testabilité aux applications. Pour pouvoir être testable, il faut respecter les principes d'injection de dépendance, enfin d'IOC en tout cas, inversion de contrôle, et notamment par exemple l'injection de dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, MVC, il est construit comme un framework complètement extensible, vous pouvez remplacer des bouts, mettre les vôtres à la place. Vous pouvez tester vos contrôleurs, et pour faire ça, c'est mieux d'avoir de l'injection de dépendance. Et du coup, il avait son propre mécanisme à lui, qui s'appelle un Dependency Resolver, et qui permettait de gérer cette injection de dépendance-là.
Web API, je vous ai dit, c'est un framework qui est construit sur les mêmes concepts, mais avec du code différent, puisqu'il n'y a notamment pas ce lien avec 2JS. Et bah, Web API, c'est assez bête, mais il avait les mêmes principes de modularité, d'injection de dépendance dans les contrôleurs et autres, sauf que comme c'est pas le même code, c'est pas le même mécanisme d'injection de dépendance. Donc on avait deux mécanismes d'injection de dépendance. Là, ce que les gens de Microsoft se sont dit, c'est que pour tout ASP.NET, ils allaient faire le même mécanisme d'injection de dépendance, et qui ne serait pas juste utilisable dans MVC ou dans Web API, il serait utilisable partout, dans ASP.NET, vraiment partout. Et en fait, ce mécanisme-là, bah, c'est juste une couche d'abstraction. Par défaut, il est fourni avec un conteneur IEC très basique, qui sait juste gérer 2-3 choses, mais qui ne fait pas forcément de la découverte, et en tout cas les fonctionnalités les plus avancées d'un conteneur. Mais en tout cas, il vient surtout avec une couche d'abstraction qui peut être réimplémentée par un autre conteneur. C'est-à-dire qu'il peut être remplacé facilement par du structure map, du Unity, du Castle ou ce que vous voulez utiliser. C'est quelque chose de très générique. Et en fait, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir brancher des choses dans la gestion de dépendance, bah, encore une fois, on a une espèce de pattern compilateur ici qui fait qu'il va chercher une méthode qui s'appelle configure services avec une iService collection, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. En paramètres. Et là-dedans, on va simplement pouvoir enregistrer des services. Donc, si vous connaissez déjà un peu les conteneurs, vous savez que vous pouvez ajouter des types, vous pouvez ajouter des instances, des singletons, vous pouvez jouer sur le scope de la durée de vie de votre service. Vous voyez qu'ici, il y a cette méthode add_mvc. Elle est assez importante pour nous. Si je ne la mets pas, ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Puisque MVC, comme il a cette notion de composants réutilisables ou interchangeables avec les vôtres, il faut quand même lui dire d'utiliser les siens par défaut. Et pour qu'il utilise les siens par défaut, c'est cette ligne. Donc il y a deux verbes importants, c'est le use ici, quand j'utilise un middleware, et le add MVC, c'est quand je configure des services. Même si je veux utiliser ce par défaut, il faut que je lui dise. Il y a vraiment cette notion de, au début, j'ai rien. Et il n'y a rien sans rien, si je veux utiliser un truc, il faut que je dise que je vais l'utiliser. Une fois que j'ai fait ça, là, j'ai quasiment tout pour faire du MVC. C'est-à-dire que je peux faire ici un contrôleur, home controller par exemple. Hop. Avec son action index. Puis avec un bet return view dedans. Puis ici, je vais faire mes répertoires. Vous savez, views. Home. Et une vue index, donc je prends ici, je dois avoir MVC view, ouais, index. Coucou. Si je lance mon application... Ah, oui, en fait, tout à l'heure, il était là, lui. Coucou, voilà, il est là. Donc, là, elle est lancée en web listener, mais je vais la lancer avec 2JS, c'est mieux pour la suite. Alors, l'intégration AVS n'est pas terminée. Ça, actuellement, c'est là, mais dans la prochaine version de VS, qui sera, je sais pas, je ne saurais pas son nom spécifique, mais dans la prochaine bêta de Visual Studio, pardon, ça passera ici, à côté d'eux. Ce sera vachement plus simple. Hop. Je vais faire ça, je vais relancer mon appli. Hop, et j'ai bien mon coucou. Donc là, automatiquement, MVC, il marche. Je suis passé dans mon contrôleur et dans mon action, sans rien faire d'autre. Et donc de base, en fait, la route par défaut, vous savez, ceux qui connaissent MVC, contrôleur /action/id, elle est présente de base. Mais si jamais je veux ajouter de nouvelles routes, et bien ici, je peux lui passer, vous voyez, j'ai un route builder, donc je pourrais faire route, hop, et ici, ajouter des nouvelles routes. Choup, route, add route, etc. Là, ça ne change pas vraiment. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont mises sur le routing. Bon, après, il y a pas mal de nouvelles features dans MVC. Je ne vais pas toutes les détailler. Par contre, le point important dont je voudrais parler sur MVC, c'est le fait qu'il ait été mergé avec Web API. Donc je vous ai dit, MVC, il avait ce lien fort avec 2JS, puisqu'il était basé sur System Web notamment. Web API, il avait les mêmes concepts, mais avec du code différent, parce qu'il n'avait pas le lien avec 2JS. Là, ils se sont dit, comme on a cassé le lien avec System Web et 2JS pour tout, autant merger les deux frameworks et n'en avoir qu'un seul. Donc finalement, MVC Web API, ça n'existe plus. On a juste un qui s'appelle MVC, c'est MVC 6. En fait, il est aussi mergé avec un autre framework qui s'appelle WebPage, mais en général qu'on connaît un petit peu moins, qui est un petit peu à part. En tout cas, si je veux faire une Web API, j'ai plus d'API contrôleur, j'ai plus tout ça, c'est vraiment mon contrôleur MVC qui va être capable de servir mon API. J'en veux pour preuve, si je viens ici créer un nouveau contrôleur et que je fais product controller,
Hop. Alors je vais faire ma classe product aussi. Et que je retourne, pardon. Je veux faire par exemple une action qui retourne une liste de produits. Hop. Comment je vais appeler ça? Alors, je vais appeler ça product. Ça va me permettre de vous montrer un autre truc. Voilà. Hop. Voilà. Au passage, juste vous rappeler, enfin peut-être pas, mais en gros depuis Web API 2 et ASP.NET 5.2, on a la possibilité de faire du routage par attribut. C'est-à-dire que dans un cas, dans MVC, on peut avoir une table de routage dans laquelle on vient créer nos routes, mais ici on peut aussi faire du routage par attribut. Et comme les deux sont mergés, bah, c'est super simple, je peux venir faire route ici API/product, par exemple, et ici venir mettre HTTP GET, par exemple, et ici je vais pouvoir lui passer le nom de ma route spécifique, pardon. Au passage, il y a C# 6 ici. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un petit name off, mais avec ASP.NET 5, on a la prochaine version de C# et ces nouveaux mots-clés et tout ça, ces nouvelles features. C'est un détail. Quoi qu'il en soit, je peux faire ça, par exemple, all. Et ici, en fait, il va automatiquement brancher du routage par attribut. Donc là, mon action, elle sera attaquable via API/product/all. Si je reviens ici dans mon navigateur, je fais API product all. Hop, ça marche pas. Pardon? Non, justement, les deux sont mergés en fait. Bon, je vais juste enlever ça. On va le faire à l'ancienne en attendant. Alors, product. Voilà. Chrome, en fait, par défaut, il envoie un accept application XML. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Web API, mais en gros, la sérialisation utilisée ici, ça dépend d'un header, d'une entête HTTP qui est envoyée. Par défaut, c'est XML quand on utilise Chrome. Donc ici, j'ai finalement mes objets qui sont sérialisés en XML. Si jamais je l'avais fait dans Fiddler, j'aurais du JSON, par exemple. Mais en gros, vous voyez que là, dans ce contrôleur, dans ce même contrôleur, j'aurais pu ajouter mon action index, comme j'ai fait ici. Choup. Si la vue existait à côté, bah, ça marcherait. Je pourrais avoir les deux qui cohabitent. Hop. Je l'ai bien lancé, je ne sais pas. Un autre petit truc sympa, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, mais si en gros je mets ça là, puis que je réduis un petit peu ça. Choup. Donc si je reviens sur ma page, elle est là, donc je fais F5, hop. Si je viens rajouter quelque chose ici, je fais CTRL-S, je viens là, que je fais F5, hop, vous voyez. En fait, là j'ai édité vraiment un fichier C#. Je suis lancé sans debug, hein. C'est l'astuce, ça marche pas si on est en debug, c'est un petit peu logique, mais en gros, je suis pas repassé par cette étape de compilation vers le système de fichiers, j'ai pas fait CTRL-SHIFT-B ou autre, je suis juste venu faire F5 ici, et automatiquement, il a pris les mises à jour, et il les a recopiées, enfin, j'ai bien eu directement ma dernière assembly qui a été chargée. En fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'encore une fois, il y a tout simplement un file system watcher qui est placé dans mon appli, et qui regarde, dès qu'il y a un fichier qui est édité dans mon appli, il shoot de JS Express. Et donc du coup, la prochaine requête que j'ai fait, là quand j'ai fait mon F5, ça redémarre de JS Express et ça va reprendre, recompiler mon appli. C'est comme ça que ça marche. Là encore, il y a des gens qui ont fait des plugins pour Sublime, pour Emacs ou autres, qui permettent d'imiter ce comportement sous les autres environnements. Par défaut, ce comportement-là, il marche uniquement sous VS avec 2JS. En fait, il marche grâce à une assembly qui est ici dans bin. J'ai ce petit truc-là. Donc en fait, techniquement, vous avez un bin, mais il y a juste cette DLL là dedans, il n'y a rien d'autre. Et c'est ce truc-là qui fait la magie quand je change des choses et que ça va redémarrer mon appli. C'est lui qui me sert à faire ce lien avec 2JS. Voilà. Ce que j'aimerais vous montrer également, c'est ça. Hop. Vous voyez ici sur mon product controller, j'ai enlevé le côté contrôleur. Alors, je vais juste commenter celle-là parce que forcément ça ne marchera plus, mais... Vous voyez ici, j'ai enlevé le fait d'hériter de contrôleur.
Et si je relance mon appli et que je retrouve mon onglet, c'est lui, que je fais F5, hop, ça marche toujours. Vous voyez? En fait, une des autres nouveautés de MVC6, c'est la possibilité de pouvoir faire des contrôleurs POCO. C'est-à-dire que ne pas dépendre d'une classe de base qui soit de type contrôleur. En fait, ce qui fait que ça, c'est un contrôleur, c'est uniquement la présence ici de ce suffixe contrôleur. Alors quand on va faire du MVC, retourner des vues et autres, c'est pas super évident, il y a des mécanismes pour le faire, mais en gros, vous savez que normalement vous faites return view, et view c'est une méthode présente sur la classe de base, là vous la perdez forcément. Il y a possibilité de se faire injecter des infos sur le contexte pour recréer son comportement, mais c'est pas pratique. Par contre, quand vous avez un contrôleur qui a plus un fonctionnement comme une API REST, c'est super utile. Parce qu'au final, vous n'avez pas forcément besoin des méthodes présentes sur la classe de base. Il y a un autre truc que j'aimerais vous montrer maintenant. Si je viens ici et que je fais Manage Nugget Package, ça c'est la nouvelle fenêtre de Nugget. En gros, avant, elle était modale, elle n'était pas pratique parce que pas très lisible et surtout on pouvait rien faire d'autre en même temps. Donc en gros, quand Nugget chargeait ses paquets, des fois ça pouvait mettre longtemps et votre VS il était bloqué. Là, ça s'ouvre dans un onglet et vous pouvez continuer à faire des trucs, la garder ouverte de côté, c'est pas gênant. Ils ont vraiment complètement changé la manière dont c'était intégré. Et je vais chercher un paquet qui s'appelle tag helper ou helpers. Voilà. La recherche marche surtout super bien. Je vais l'ajouter. Donc, hop, il me l'ajoute, il le restaure, voilà, c'est bon. Si j'ouvre mon project JSON, vous voyez qu'ici, hop, il m'a rajouté cette ligne. Donc vraiment, ce qu'on a ici, c'est les paquets de nuggets. Il n'y a plus... Avant, on avait plusieurs points d'entrée pour les références. On pouvait faire clic droit ici, ajouter une référence qui est toujours là, mais en fait, il va pointer vers d'autres éléments dans la solution. Et on a ce manage nugget package qui est là. Et on n'a plus que ces deux-là. Et en fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que les deux font la même chose, puisque je vous ai montré tout à l'heure que quand je chargeais d'autres projets en bougeant mon global JSON en haut là, il s'appelait aussi par ce nœud dependencies. Donc si par exemple j'avais un class library ici aussi et que je l'ajoutais via cette fenêtre, eh bien ça viendrait s'ajouter comme une référence ici aussi. Il y a vraiment dans les références que nous on tire, il n'y a pas de distinction entre des projets locaux et des paquets nuggets. C'est lui qui, selon s'il a des sources ou pas, va voir que c'est du local ou du nugget. Une fois que j'ai ajouté ça, il va falloir que je change un chouïa ma vue, donc je commence à avoir beaucoup de choses là-dedans. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais retourner un product. Hop. Avec ID à 5 par exemple. Voilà. Et ici, dans la vue, là, je vais changer un peu les choses. Je vais rajouter un @add tag helper. Donc c'est une nouvelle feature qui vient avec le paquet que j'ai tiré. Et ici, je vais lui préciser juste derrière le nom du paquet que j'ai ajouté. Donc Microsoft, ASP.NET, et je me rappelle plus de la suite. MVC tag helpers. Ça va me permettre d'utiliser donc cette nouvelle feature. Je vais créer mon formulaire. Donc ça, c'est du MVC tel que vous le connaissez actuellement, normalement. Hop. Et en gros, jusqu'à présent, quand vous faites ça, ce que vous utilisiez, c'était un HTML helper normalement. En gros, vous faites html.textbox4 par exemple. Textbox4, voilà. Et puis, si votre vue elle est typée, donc vous avez votre instruction modèle product par exemple en haut. Oh, il déconne un petit peu, mais web application .product. Je me suis planté dans un nom. Ah, merci, parce que je vois rien du tout en fait d'ici. J'ai 2 W, j'ai quoi d'autre aussi 3P, ouais. Donc je peux faire ça, .id, normalement. Voilà. Et on a la petite problématique, c'est que si on veut rajouter des... par exemple, le plus courant, c'est quand on a de l'intégration graphique dans son projet, qu'on veut mettre des classes sur l'HTML qui est généré, on fait des trucs comme ça. Ça, en fait, ça génère derrière, vous savez, si je lance mon appli, un champ, et puis ça ajoute la classe, ma classe. Mais la syntaxe, elle est assez ignoble, d'autant plus que quand on travaille avec des intégrateurs, eux, le fait de se dire qu'ils doivent passer par un objet C# pour ajouter une classe, ma classe, ils aiment pas trop, enfin, ils comprennent pas trop l'intérêt. Et en gros, c'est pas super évident. Vous voyez ici, il m'a bien ajouté mon classe, ma classe.
Du coup, le tag helper, en fait, ça va permettre d'avoir une syntaxe qui est plus intéressante. Donc, je vais pouvoir écrire ça d'une manière un petit peu différente. Type text, c'était bien en fait. Je vais pouvoir directement mettre ma classe ici. Ma classe. Et en fait, je vais utiliser ici un for id. Si je viens et que je fais F5, choup, on voit qu'ici, le binding c'est bien fait parce que j'ai bien mon 5 qui s'est mis, j'ai bien ma classe qui est là, mais en gros, j'ai cette syntaxe qui est beaucoup plus intéressante que le HTML helper. Parce qu'en gros, je vais avoir mon HTML qui est vraiment mixé avec mon code serveur. Vous voyez qu'ici, le for, il a disparu. Il n'est pas là, il est parti. Mais à la place, il m'a mis un ID, il m'a mis un name, il m'a bien récupéré la bonne valeur. En fait, le tag helper, ça permet d'avoir cette syntaxe mélangée. C'est un peu, il y a d'autres moteurs de vue en ASP.NET MVC qui sont utilisables, comme Spark par exemple, et qui permettent d'avoir ce genre de syntaxe. C'est aussi quelque chose qu'on voit souvent maintenant, d'avoir le HTML qui contient de la donnée un peu, notamment avec Angular. Ça, c'est un exemple super basique, mais en gros, il y a tout un cas de contrôle. Si par exemple, je veux faire un message de validation ou un validation summary, c'est possible de cette manière-là. Et c'est aussi possible d'en créer des custos et de vraiment penser des contrôles comme ça. Pour au final avoir, quand on ouvre une vue, on ne voit pas des espèces de mélanges de syntaxe comme ça, dans tous les sens. On aura des choses beaucoup plus simples comme ça. Bref, c'est une nouvelle feature qui s'appelle les tag helpers. Ensuite, je vous ai pas montré une chose ici, c'est que je peux venir quand même cocher ça, cette petite case-là. Cette petite case-là, elle fait quoi? Elle fait que si je build ma solution, si vous avez bien compris le nom de la chose, et que vous parlez un peu anglais, et que je viens voir ici, c'est un peu profond, mais bon. Voilà, j'ai quoi? J'ai, hop, un paquet nugget pour mon appli, et dedans, j'ai une DLL qui a été générée. Donc en fait, c'est assez utile, si jamais vous voulez distribuer du code entre vos applis, vous pouvez quand même le faire. Même si la compilation elle se fait en mémoire, il y a des cas où on n'a pas envie que ça se fasse en mémoire, on a quand même envie que ça passe par le système de fichiers. Cas tout bête, le cas du paquet nugget. Vous venez, vous cochez la case et ça va quand même vous le faire. Mais vous n'êtes pas obligé, ça peut marcher complètement en mémoire. Une seconde chose, dans le même genre dans le tooling autour de Visual Studio, si je fais un publish, donc c'est la fenêtre de publication de VS, test, donc je vais publier vers le système de fichiers, je vais aller mettre ça je sais pas trop où, je vais appeler netcore par exemple, ok. Next. Vous voyez qu'ici, je choisis la configuration, ça vous connaissez. Par contre, ici, c'est nouveau. Ça, je peux choisir la version du framework qui m'intéresse dans ma publication. Donc, par exemple, je vais dire, je la publie pour la version full de .NET. J'appuie sur publier. Hop. Donc là, on voit qu'il est en train de faire pas mal de choses. Je vous montre juste après ce qu'il a fait. Je vais en faire un deuxième. Sauf que je vais créer un nouveau profil. Test 2. Alors je me suis planté, j'ai appelé netcore alors que c'était .NET, c'était .NET complet, c'est pas grave. Je vais en faire un autre que je vais appeler, décidément, netcore 2. On est entre nous, on va dire qu'on se comprend. Et ici, je vais pas prendre le CLR core, je vais prendre le... Si justement, je vais prendre le CLR core parce qu'avant j'avais pas pris le CLR core. Hop, je fais publier. Donc là, pareil, normalement, on va voir qu'il fait tout un tas de choses, s'il veut bien, voilà. Choup, 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 choup. Vous voyez qu'ici, il a fait quoi? Il m'a pris pas mal de DLL, on voit, et qu'il a été les publier dans un dossier uproot. Si maintenant, je vais regarder sur le système de fichiers ce que j'ai... Alors, je vais pas l'ouvrir dans VS parce que ça va être ignoble. Hop. Alors, on va commencer par lui. J'ai plusieurs choses intéressantes. www-root, vous vous rappelez, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui nous dit les fichiers statiques de notre appli. Donc en gros, il a pris ça pour le publier. J'ai rien du tout dans mon appli. Ah oui, j'avais juste un programme pour CS. Ici, il m'a créé un toto.cmd. Ça c'est simple, en fait, il a pris la commande qui traînait dans mon appli et il a fait ça. En fait, il fait quoi? Il fait appel au klr.exe. Moi ça, avant je le tapais pas parce que c'était mis automatiquement dans mon pass. Mais en gros, lui il fait la même chose. Et il dit d'aller chercher mon appli à cet endroit-là. Choup, 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 choup.
et puis le reste, on s'en fiche. Mais en gros, là où il va chercher l'appli, c'est dans AppRoot, si j'y arrive. Et là, je retrouve quoi? Je retrouve mon global JSON. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les sources de mon appli, mais sans le contenu www-root. Donc en fait, vraiment, ce répertoire webroot, il m'a permis de faire la séparation entre le code, serveur, et la logique des fichiers statiques, ce qui va descendre chez le client. Ce qui est intéressant également, c'est ça, c'est package. Si vous regardez ici, je suis en version core, donc j'ai tout qui est descendu. Vous voyez, j'ai mon runtime qui est là. Je vous montre pas l'intérieur, j'ai tous mes paquets ici, et j'ai même tous les trucs système qui descendent. Parce que je suis en version .NET Core, donc c'est cette version qui est bin passed. C'est-à-dire que là, si je déployais ça sur mon serveur, je copie-colle tout ça, je le drop sur mon folder, et ça marche. J'ai pas installé le framework .NET, ça va marcher automatiquement. Maintenant, si je regarde l'autre, donc je ne remonte pas le www-root, c'est le même. Ce qui est plus intéressant, c'est dans package, il y a vachement moins de trucs. En fait, il y a quoi? Il y a juste les morceaux que j'ai chopés sur le net, qui ne sont pas présents forcément de base dans le framework.NET. Par exemple, MVC, il n'existe pas dans le framework.NET de base. C'est un paquet nugget à la base. Par contre, tout ce qui est système, en tout cas la plupart des systèmes, à part ces cas spécifiques-là, il n'a pas eu besoin d'aller les rechercher. Ok. Qu'est-ce que je voulais montrer encore? Allez. Deux petites choses pour conclure. Ça a été aussi l'occasion, ASP.NET 5, pour Microsoft de revoir la gestion de configuration dans les applications. Actuellement, on connaît le webconfig qui peut inclure d'autres morceaux de webconfig, etc. Ça, c'est pas terrible, notamment pour Azure, puisque dans Azure, c'est pas simple de changer la config comme ça. Par contre, dans Azure, il y a moyen de pousser simplement des variables d'environnement via un portail web. Donc ça, c'est très intéressant quand on est dans Azure. Cependant, en .NET, ce que je peux faire, maintenant avec ASP.NET 5, ce que je peux faire, c'est ajouter un nouvel élément. Alors, je sais pas s'ils l'ont mis ici. Sinon, on va faire un fichier JSON vide. Ouais, voilà. Je vais appeler ça config.json. J'ai quand même pas fait la bêtise de mettre 2i ici. Voilà. Et en fait, ma config ici, je peux la décrire aussi également par un fichier JSON. Je suis pas obligé, je pourrais toujours passer par un fichier XML si ça m'intéresse, mais je peux aussi passer par un fichier ini par exemple, ou par des variables d'environnement. En fait, ce qui change, c'est la manière dont la config elle est chargée. On n'est plus obligé d'avoir un webconfig, surtout que le webconfig c'est très lié à 2IS en fait. Si vous regardez la structure d'un webconfig, c'est vraiment... Là, on a le problème quand on passe de 2IS6 à 2IS7, ça devient n'importe quoi le webconfig, puisqu'on a les trucs qui sont en doublons et autres, enfin c'est pas terrible. Mais ici, finalement, comme je suis dans du JSON et que c'est un truc uniquement spécifique à mon appli et décorrélé de n'importe quel serveur, je peux mettre un peu tout ce que je veux. Je peux mettre ça par exemple. Et si je veux le lire, c'est super simple. Ici, je vais créer... Alors il faut juste que j'ajoute le paquet comme d'habitude, parce que ça marche pas sinon. Qui s'appelle Microsoft, je ne sais plus. Ça doit être ça, par exemple, pour du JSON. Mais en gros, je peux faire un nouvel objet de configuration, normalement. Hop, voilà. Et lui, je peux lui dire d'ajouter un fichier JSON qui s'appelle config.json dans mon cas. Et à partir de là, normalement, j'ai un get, donc un get typé ou pas typé. Si par exemple, je veux un int. Alors, je sais plus, je crois que j'avais mis Toto. Je sais plus ce que j'ai mis comme bêtise. Toto ID. Donc en gros... alors j'ai peut-être un tout petit doute sur la syntaxe, je sais plus si c'est ça ou ça. Donc si ça marche pas, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hop. Décidément. En gros, je peux faire ça. Non, je crois vraiment que c'est l'autre, ça doit être ça plutôt. Si je mets un breakpoint ici et que je lance... Eh ben non, ma première intuition était peut-être bonne, au final. Ouais, c'était bien ça. Vous voyez qu'ici, il a été lire ma config, comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si par exemple je veux avoir plusieurs niveaux de config, c'est-à-dire que ça serait mon fichier de config de base, mais par exemple dans le cas d'une application Azure, je vais pouvoir le surcharger, je peux faire ça. Et là, automatiquement, il va lire ça, puis il va lire ça, et s'il trouve un Toto ID là-dedans, eh ben, il va l'écraser avec ce dernier niveau. Je vous fais la démo, je ne vais pas passer par des variables d'environnement parce que c'est pas super pratique dans le cas là. Mais si je fais config.ini par exemple, donc j'ai quoi? J'ai Toto ID, donc Toto
id égale, allez, 7, on est fou. Et que je reviens ici. Au lieu de faire ça, je vais faire config récupération add ini file. Je vais pouvoir lui faire ce config.ini. Si je regarde la valeur qui est lue cette fois-ci, vous voyez, 7. Hop. Bon, je vous fais pas, bien sûr, si je les inverse, ça serait ma première valeur qui serait là. Vous voyez, mais on a la possibilité d'en avoir plusieurs et de surcharger ces morceaux-là. En plus, vous voyez, cette syntaxe, elle est vachement plus légère, parce qu'actuellement, dans le webconfig, si vous voulez faire des sections personnalisées, vous avez un modèle de programmation qui n'est pas super sympa à utiliser, c'est assez lourd, alors que là, on a quelque chose de super léger, qui nous permet de faire de la config vraiment vite. Un tout dernier truc avant d'aller manger. J'ai pas fait la démo parce que de toute façon j'aurais pas eu le temps, mais en plus j'ai un peu galéré à faire une VM. J'aurais pu faire une VM Ubuntu ici et avoir prendre mon site là, toutes mes sources, les copier sur ma VM et la faire tourner. Il y a 6 mois, dans la première présentation, je l'avais fait avec un Raspberry. J'avais installé Mono et ASP.NET 5, le runtime ASP.NET 5 dessus, et je pouvais démarrer mon appli et faire tourner mon appli ASP.NET dessus, ça marchait. Exactement pareil, je copie-colle mes sources, je fais mon cas web, si ma commande c'est web, il démarre son petit serveur à lui et ça fonctionne. Voilà. Toute dernière chose pour conclure, ici, alors j'aurai pas trop le temps d'en parler, je vais lancer ce projet-là parce qu'il est, en fait, il est un petit peu plus complet. Si vous voulez avoir un petit tour, un petit état des lieux de ce qui est dispo actuellement, il y a des choses dont j'ai pas parlé parce que j'ai pas forcément eu le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est ce nœud-là. J'en ai pas parlé, dependencies. En gros, référence, on comprend, c'est les dépendances de notre application. On l'a vu, c'est le framework qu'on target et éventuellement ici, tout ce que j'ai tiré, si jamais j'ai tiré MVC, les références qui tirent, lui, etc. Dependencies, il est un petit peu différent en fait. Si je l'ouvre, je trouve Bower et NPM. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, NPM, c'est notre package manager. Lui, en fait, il va nous permettre de tirer des outils vers notre application. Et il va nous permettre notamment de tirer, Grunt. Grunt, c'est un task runner. C'est quelque chose qui n'est pas du tout propre à .NET. NPM, c'est pas du .NET non plus, Bower non plus. En gros, c'est des outils qui sont très à la mode dans le monde du web. Alors, un task runner, c'est quoi? C'est quelque chose qui va me permettre d'exécuter des tâches sur le poste de mon développeur, comme par exemple exécuter des tests unitaires en JavaScript. Ça sert à ça. Processer un fichier lest, minimiser du JavaScript, etc. Dans le cas là, dans ce projet d'exemple ici, il sert en fait à télécharger Bower. Donc, en fait, je prends NPM pour récupérer Grunt, et ensuite Grunt me permet de récupérer Bower. Bower, lui, c'est un gestionnaire de dépendances, mais plutôt pour tout ce qui est statique, côté client. Par exemple, actuellement, quand on voulait récupérer jQuery dans un projet ASP.NET 5, il y avait deux solutions. Soit je vais sur le site de jQuery, je télécharge le paquet, je copie tout à la main dans mon site. Soit je vais chercher le paquet Nugget correspondant. Et là, c'est un peu la galère, parce que lui, il va me descendre des fichiers un peu n'importe où. Si j'ai des versions qui sont déjà là, il va peut-être les écraser. Enfin, c'est pas super pratique. C'est pas très bien géré, parce que Nugget, il gérait pas forcément bien cette partie-là. Il n'était pas forcément fait pour ça à la base. Bower, lui, par contre, c'est sa spécialité. Si par exemple, je récupérais Bootstrap, jQuery et autres, je vais ce fichier bower.json ici, qui est là, et je lui dis finalement les librairies dont je dépends. Au passage, notez que la syntaxe, elle fait vachement penser à quelque chose qu'on a vu depuis une heure. Et en fait, c'est Bower qui va me permettre de récupérer ici ces dépendances côté client. Notez également, mais ce n'est pas ici. Notez également, ce n'est pas ici non plus. Ça, vous voyez ici, donc ça c'est ma tâche Grunt. Donc Grunt c'est un task runner. Il y en a un deuxième qui devrait être supporté à terme qui est Gulp. Il y a des articles sur le blog sur SOAT si ça vous intéresse sur le sujet. Et notez, vous voyez ici ce target dir www.root/lib. Et bien effectivement, si j'ouvre mon www.root/lib, je retrouve ici toutes les libs que j'avais dans Bower. Donc, en fait, c'est Grunt qui me permet d'exécuter, de récupérer Bower et d'exécuter. Ces tâches-là, elles ont aussi, il y a vraiment une intégration AVS en fait, dans le sens où j'ai même une petite fenêtre qui est par là normalement, Task Runner Explorer, voilà, choup, et qui me montre toutes les tâches Grunt qui sont présentes dans mon projet. Donc moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'une Bower. Hop, mais si je double-clique ici, je vais la lancer. Et là, j'aurai le résultat de ma tâche. Donc là, on voit qu'il m'a récupéré mes packages, et qu'il a été les copier ici. On a aussi, c'est un peu comme du MS Build ici. Bon, c'est pas vraiment géré par MS Build derrière. Mais j'ai la possibilité de créer des nouvelles tâches et de les lier à des éléments, vous voyez, de la vie de mon projet. C'est-à-dire après avoir buildé mon projet, après avoir cleané. Il y en a d'autres, mais en gros, vous avez des endpoints ici, selon les actions que vous faites dans VS, qui font que vos tâches, elles seront exécutées par le task runner. Voilà.
On n'a pas parlé de tout, parce il y aura encore plein d'autres choses à dire sur ASP.NET 5 et surtout sur MVC 6. J'espère que ça vous a donné un aperçu global qui vous permettra éventuellement d'en parler dans vos sociétés, là où vous travaillez, chez vos clients. Alors super, maintenant j'ai le slide qui ne veut plus revenir sur le bon écran. Ce qui compte vraiment, ici, c'est de se dire que même si c'est un peu un Big Bang sur les bases du framework, Microsoft, ça fait pas mal de choses pour que les applis existantes peuvent continuer à exister. Si par exemple vous faites du webform, vous ne pourrez pas passer sur du .NET Core, parce que, je vous l'ai dit, .NET Core, il n'y a plus ce lien avec SystemWeb et tout l'historique, et webform, il dépend trop de cet historique-là. Donc ils sont pas pris la tête à le décorréler, ils ont dit, ok, webform, on part pas avec .NET Core, pas pour l'instant en tout cas. Mais par contre, vous pourrez quand même targeter de l'ASP.NET 5 classique avec webform. Si vous avez des applis MVC ou Web API, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les namespaces, ils ont un peu été chamboulés. Là où avant, on avait du système web, MVC, etc. Maintenant, on a partout du Microsoft.ASP.NET, quelque chose. En gros, ils ont pour projet, ils commencent déjà à le faire, d'avoir des paquets nuggets de compatibilité. C'est-à-dire de recréer les anciens namespaces, les anciens éléments qui redirigent vers les autres. Bref, il y a pas mal de solutions quand même qui seront mises en place ici pour vous aider à migrer vos applications, pas forcément vers .NET Core, mais au moins vers .NET, vers ASP.NET 5 et vers le .NET classique. Je vous ai mis quelques liens sur des ressources ici. Le premier, c'est le site sur ASP.NET, la partie dédiée à ASP.NET 5. Vous voyez le vNext, l'URL n'a pas changé depuis. Il y a déjà pas mal de tutos, puis ça recense aussi d'autres ressources. GitHub, c'est super intéressant, je vous ai dit, tout est open source, donc vous pouvez aller voir les sources, vous pouvez aller voir les issues qui sont ouvertes. Vous pouvez voir les milestones, donc les différentes dates prévues dans le projet. Il y a pas mal de repositories, puisque c'est vraiment toute la stack ASP.NET qui est là. Donc il y a MVC, il y a le KRuntime dont on a parlé, il y a les différents paquets que j'ai utilisés, que ce soit Diagnostic, Static Files, etc. Toutes les sources sont là-dessus. Et si vous voulez, vous pouvez même contribuer, d'ailleurs, c'est ouvert. Il y a un autre repo qui est celui de .NET Core. Là aussi, vous pouvez contribuer, c'est ouvert. Vous pouvez proposer des choses, que ce soit essayer d'implémenter des choses ou à minima écrire des tests unitaires, corriger des bugs, ce genre de choses. Vous faites des pull requests et les gens de Microsoft vous répondent. Ils ont publié d'ailleurs des specs sur la manière de travailler avec eux, donc leurs conditions de travail, sur les normes à respecter, sur en tout cas le workflow de traitement des items. Là c'est un lien court, mais en gros si vous cherchez sur YouTube, vous avez tout un tas de vidéos qui sont les stand-up de l'équipe web de Microsoft. En gros depuis le début en tout cas presque depuis le début public du projet ASP.NET 5, quasiment chaque semaine, ils se réunissent et ils filment leur stand-up meeting pour parler des choses sur lesquelles ils travaillent actuellement. C'est juste une mine d'informations énorme sur ce qui est ajouté ou pas sur la plateforme. En fait, là, je vous ai dit, j'ai fait toutes les démos sur la bêta 1, puisque si jamais je les faisais sur les bêta 2 ou autres, il y avait des chances que... déjà là, j'ai un peu galéré, mais que la moitié de mes démos foirent complètement, puisque les choses bougent énormément. Déjà entre les alphas et la bêta, il y a la moitié des trucs qui ont complètement été renommés. Bref, regardez les stand-up, c'est assez intéressant parce qu'ils expliquent les choix qu'ils font, ils expliquent comment ils avancent, et c'est des choses qu'on n'a pas forcément par écrit, qu'on ne retrouve pas par écrit ailleurs. Et enfin, un dernier lien, c'est le blog SOAT, puisqu'en général, on essaye de parler de VNext. En fait, ASP.NET 5, ça vient dans une grosse gamme de produits qui s'appelle .NET 2015 et qui contient plein d'autres choses. Roslyn, ça en fait partie. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas juste du web. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu là? Ou pas? Oui? Le support de Visual Studio, c'est à partir de 2015, donc tout ce qui est Ouais. génération, récupération de paquets. Ouais. Une question, c'était dans le package JSON, tu as des définitions des frameworks. Ouais. Du coup, il reste des crochets vides. Alors, c'est si par exemple je suis pas sur l'ASP.NET 5 Core, je suis sur l'ASP.NET 5 complet et que je veux référencer une librairie de .NET. Par exemple, les data annotation, c'est quelque chose qui est dans une assembly séparée, c'est pas dans du MS Core Lib, c'est pas du premier niveau dans .NET 5. Par là, en fait, je vais pouvoir aller lui spécifier le nom de l'assembly qui m'intéresse, de .NET de base. En fait, ça te permet de venir référencer des éléments spécifiques au framework. C'est toujours des dépendances, mais ça te permet d'exprimer une dépendance spécifique à un target. En fait, le nœud dont on parle ici, c'était ce nœud tout en bas de mon project JSON. Bon, là, il n'est pas tout en bas, mais il est là, ce nœud frameworks. Ici aussi, ça me permet d'exprimer aussi des dépendances sur les frameworks. Mais c'est des dépendances qui sont moins globales, qui sont plus spécifiques à telle ou telle version de framework.
Et ça me permet aussi d'exprimer, comme j'avais fait tout à l'heure, j'avais enlevé le ASP.NET Core 50, il partait de là. Et donc du coup, par exemple, si jamais j'utilise une API qui n'est pas compatible à ASP.NET 5 Core, alors il ne plantera pas en compilation. Ça ne gênera pas. Ça sert essentiellement pour la vérification syntaxique. Je reprends juste un truc, parce qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Promis, on va manger juste après. Ici, j'ai un autre projet que j'ai ouvert. Donc là, je suis toujours dans Sublime, mais je vous ai montré tout à l'heure de l'autocomplétion avec OmniSharp. Mais, alors je vais fermer mes autres bazars là. Mais si, par exemple, je prends ça, donc c'est un autre projet, je peux aussi je peux ouvrir ça, je peux faire run k-command. Et ça, en fait, c'est un autre projet qui s'appelle Culture, qui est aussi une extension et qui me permet, vous voyez, d'avoir un accès rapide à toutes les commandes ici qui sont dans mon project JSON. Vous voyez ici, j'ai mon cas web. Les autres, c'est d'autres commandes qui sont disponibles sur KPM. Mais en gros, vous avez vraiment un environnement de dev qui va utiliser la ligne de commande derrière, mais qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'assez proche de VS. C'est surtout super utile si vous voulez développer sur Mac ou sur Linux, par exemple. Voilà.